Madame Charrue, tout de suite, directrice de Solagro et qui est coprésidente du CLER. Donc le CLER, c'est un réseau pour la transition énergétique, si j'ai bien compris. Oui. Donc vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire sur cette première lecture à l'Assemblée nationale de la loi sur la transition énergétique. Je vais vous dire quelques mots. Je crois que beaucoup a déjà été dit. Alors, je vais quand même me présenter parce que je ne sais pas si tout le monde connaît Solagro et puis on m'entend pas. Vous entendez, madame? Donc, non, Solagro non. est une petite entreprise associative toulousaine qui, depuis un peu plus de 30 ans, s'évertue à imaginer, promouvoir et accompagner alors ce qu'on appelait autrefois les alternatives, aujourd'hui la transition, dans les domaines de l'agriculture et de l'énergie. On est en particulier auteur du scénario After 2050, qui est la partie agriculture et biomasse du scénario Négawatt que citait monsieur le conseiller régional. Donc ça c'est pour Solagro. Le CLER, donc réseau pour la transition énergétique, comme son nom ne l'indique pas, mais RTE s'était déjà pris. Donc non, le CLER c'était autrefois le comité de liaison énergie renouvelable, et comme nos missions se sont élargies, avant qu'on parle de transition, on avait cette baseline, comme on dit en bon français. Alors le CLER, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, alors ça regroupe pour un tiers des associations un peu comme Solagro, historiques de l'alternative énergétique, on va dire. Pour un autre tiers des entreprises qui nous ont assez vite rejoints, et pour un troisième tiers des organismes de formation et des territoires, puisqu'en effet, le CLER abrite aujourd'hui 3 réseaux. Un réseau pour la formation qui s'appelle Formateur, l'indispensable réseau Rappel de lutte qui a été fondé avec l'abbé Pierre, de lutte contre la pauvreté et la précarité énergétique, et qui joue un rôle très important au niveau national dans ce domaine. Et puis depuis peu, puisque c'était à l'occasion de notre avant-dernière Assemblée générale, on abrite aussi le réseau des territoires à énergie positive, donc le réseau des territoires qui se sont engagés très concrètement dans cette transition chez eux. Alors notre analyse de la loi en cours, puisqu'on est quand même encore dans un projet de loi, en quelques mots, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je voudrais dire qu'on salue quand même la volonté politique affichée de changer de modèle énergétique, puisque je crois qu'il faut saluer quand même des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui sont conformes aux préconisations de la communauté scientifique. On fait plutôt mieux que l'Europe, parce que le moins 40% en 2030 de la France, ça permet d'atteindre le moins 75% de la France. Le moins 40% de l'Union européenne, c'est la fourchette basse des objectifs européens à 2050, qui sont plutôt de 85-90%. Donc on fait mieux dans ce domaine-là. Je pense qu'on peut saluer aussi le fait que le concept de sobriété devient un principe positif de la République. Quand on ne parle que de croissance, de développement, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis vous évoquiez le scénario Négawatt. Je peux vous dire que quand en 2006, les négawattheures ont dit qu'il faut diviser par 2 nos consommations d'énergie, on les a vraiment pris pour des hérétiques. Aujourd'hui, c'est dans la loi. Il faut, à l'horizon 2050, diviser par 2 nos consommations d'énergie. Et c'est vrai que l'Europe, avec son au moins 27%, est aussi, là aussi, un petit peu à la traîne par rapport à ses objectifs. Et c'est surtout un peu dommageable. Alors, d'une part, c'est pas contraignant. Et d'autre part, c'est une inflexion de la courbe en cours. Parce qu'il y a quand on regarde aujourd'hui comment diminuent les consommations, le moins 27%, c'est un infléchissement de la courbe. Donc ça va pas dans le bon sens. Et puis on peut saluer enfin en France la définition d'un mix énergétique avec 32%, un objectif de 32% d'ENR en 2030. Là aussi, c'est mieux que l'Europe qui ne s'est fixé que 27% et qui, là encore, va
va faire si on s'en tient à cet objectif, alors c'est à minima, 27%, on peut faire mieux, mais c'est une inflexion de la courbe qu'on observe aujourd'hui. Donc, on peut dire que les objectifs et le cap est bon. En tout cas, on en est plutôt satisfait. Mais comme disait mon voisin, on n'a pas aujourd'hui tout à fait la feuille de route pour atteindre ces objectifs. En tout cas, c'est notre analyse. Donc, ça a été un petit peu publié, on a mis en place ce qu'on a appelé un transitiomètre, c'est-à-dire une analyse des mesures proposées dans le projet de loi au regard des objectifs affichés. C'est un petit outil qui a été fait par le bureau d'études européen Ecofis. Aujourd'hui, ce transitiomètre, alors dont on pourrait discuter de la méthode, de ce qu'il y a dedans, des critères, prix, des pondérations, etc., mais dit aujourd'hui, on peut atteindre à peu près 30% des objectifs fixés avec les moyens qu'on s'est donnés. Donc 30%, ça ne fait pas beaucoup, et même en discutant et en disant qu'on peut faire mieux, a priori, on ne peut pas être à plus de 50%. C'est-à-dire que dans l'état actuel, des mesures et des moyens déclinés, dans le projet de loi tel qu'il est, qui peut encore évoluer et puis qui, on l'espère, évoluera dans le temps, on n'est pas à même d'atteindre les objectifs. Alors, en particulier, les grands maillons manquants sont les questions de financement, avec, je crois qu'on peut parler d'échec de la conférence bancaire, et puis les reculs sur la fiscalité écologique, avec le récent renoncement à l'écotaxe sur les transports de marchandises, un recul sur la progressivité affichée une vraie progressivité et affichée de la contribution énergie-climat, l'absence d'obligation de rénovation des bâtiments et qui aurait pu être mise, par exemple, au changement de propriétaire, etc. Mais là aussi, on n'a pas osé le mettre parce qu'on n'a pas les moyens de financer on sait pas, enfin les moyens financiers pour financer ce genre de mesures ne sont pas aujourd'hui décrits. Alors on pense on sait pourquoi, la fiscalité écologique, etc. L'idée de Madame la Ministre est de dire qu'il faut embarquer tout le monde dans la transition et ne pas donner l'impression d'une écologie punitive. Mais notre analyse aujourd'hui, c'est que l'absence de mesures fiscales et financières claires et efficaces va être punitif pour l'engagement de la transition, pour les emplois potentiellement générés et l'activité à développer. Parce qu'en effet, on est vraiment intimement persuadé que la transition, on a signé une pétition qui s'intitulait comme ça, que la transition énergétique est une chance. Je crois que c'est une chance pour l'Europe, c'est une chance pour notre pays. C'est une chance pour nos territoires et pour nos entreprises. Et en la matière, je pense que les territoires ont un rôle très très important à jouer. Et il y avait récemment là, la rencontre des territoires à énergie positive, qui en sont à leur 4e rencontre nationale. Je crois qu'ils témoignent vraiment, et ils ont bien compris qu'il y avait là un formidable outil de développement économique territorial et de cohésion sociale. Oui, la transition énergétique est source d'économie locale. L'économie d'énergie, c'est aussi de l'économie d'euros, et c'est des euros qui ne partent pas à l'extérieur du territoire, qui peuvent y rester pour réinvestir. C'est de la création d'emplois. On a les chiffres, 19 emplois pour 1 million d'euros investis, suivant qu'on est dans la rénovation, dans le renouvelable, etc. Et donc on peut se réjouir, ça c'est un des sujets de réjouissance dans le projet de loi, que cette notion de territoire à énergie positive soit apparue. Alors ce n'est pas les TEPOS, c'est les TEPCV, puisque c'est les territoires à énergie positive pour la croissance verte. Donc c'est d'une part une reconnaissance des pionniers qui sont engagés dans cette démarche, mais je crois qu'il faut surtout le prendre comme un signal que l'on compte vraiment sur les territoires, leurs initiatives, leurs capacités d'innovation et d'organisation pour mettre en œuvre la nécessaire transition. Et on compte sur eux pour aider à préciser et mettre en œuvre un cadre fiscal, tarifaire, financier, réglementaire, clair et stable,
dans le temps qui est vraiment indispensable aux engagements des acteurs publics et privés. Parce que là aussi, les politiques de stop and go dont on a bénéficié, si j'ose le mot, ces dernières années, est vraiment punitif pour les industriels du secteur et pour les maîtres d'ouvrage. Donc, alors j'ai précisé quelques points qu'on pouvait souligner en matière de gouvernance, mais je crois que voilà, faut que j'accélère. Je voudrais juste souligner l'importance dans les territoires, l'importance du rôle qui serait confié aux régions. Alors, c'est pas encore précisé, ça doit être précisé dans les prochaines lois de programmation. Alors, les régions ont entre autres le rôle de la mise en place de plateformes de la rénovation énergétique pour informer et accompagner les citoyens. Et donc, c'est une excellente transition vers mon dernier point et que je vais rapidement décrire, c'est que les citoyens ont un rôle essentiel à jouer dans cette transition énergétique. Elle ne se fera pas sans les citoyens, sans vous et moi, qui sont relativement convaincus de l'intérêt, si j'en juge par le nombre de ceux qui se cassent les dents sur les permanences saturées de l'espace info-énergie de la métropole pour avoir un conseil, un avis, des renseignements. Si l'on en croit aussi il y a un certain nombre de citoyens qui sont prêts à s'engager, mais encore faut-il qu'ils trouvent l'accompagnement nécessaire, technique, qu'ils trouvent l'entreprise compétente, qualifiée, que leur engagement ne devienne pas un parcours du combattant, qu'ils trouvent un banquier qui ne freine pas des quatre fers pour mettre en place un éco-prêt à taux zéro, ou s'entendre dire que le financement pour lequel ils ont fait un dossier assez compliqué n'est plus disponible car l'enveloppe est épuisée. Donc voilà, je conclurai là-dessus. En termes d'objectifs, je crois qu'il y a une vraie avancée dans ce projet de loi. En termes de moyens mis en œuvre, il y a encore beaucoup à faire, mais je pense qu'avec les territoires, les industriels et l'ensemble des bonnes volontés, on peut avancer dans le bon sens. Merci Madame Charrue d'être optimiste avant cette lecture au Sénat qui risque d'être plus décoiffante que ce qu'on peut imaginer maintenant. Je vais, avant de donner la parole à Monsieur Vesbin, je vais donner la parole peut-être à Monsieur de Marlièvre qui est obligé de prendre un avion. Je suis étonné qu'à Toulouse, il n'y ait pas des avions pour Paris un petit peu plus tard dans la soirée, mais comme vous êtes obligé de rentrer à Paris, vous vouliez rajouter deux petites choses par rapport à ce que vous avez entendu. Deux points sur lesquels je voulais réagir avant de partir. Le premier, c'est que la transition énergétique, comme on l'a entendu, se passe dans toute l'Europe, ailleurs aussi, mais notamment dans toute l'Europe. Que le sujet qui va occuper la Commission européenne en 2015, ça va être comment on intègre l'ensemble de ces énergies variables dans un système électrique qui est complexe, comme on l'a entendu aussi. Que ça pose des vraies questions, et notamment celle d'une réforme du marché de l'électricité. Il va falloir transformer le mode de fonctionnement des marchés électriques qui fonctionnent depuis 50 ans. Il va falloir le changer, que deux visions s'affrontent en ce moment à Bruxelles. Il y a une vision qui consiste à prendre le système qu'on appellerait 1.0, c'est celui qu'on a construit depuis 50 ans sur le marché de l'énergie, qu'on appelle energy only, marché sur l'électricité, et le compléter par un marché de capacité. À ce moment-là, ce serait un système 1.1, on va dire, pour parler en version informatique. Et il y a une deuxième vision qui consisterait à dire il faut préparer d'ores et déjà le système 2.0, c'est-à-dire qu'il faut franchir une étape dans la réflexion pour construire un système qui fonctionnera lorsque les énergies renouvelables feront bien plus que 10, 20 ou 30% du marché, mais beaucoup plus, puisque c'est l'avenir à 2050, c'est dans le système électrique européen une part bien plus importante d'énergie variable. Donc est-ce qu'on ne devrait pas déjà entamer cette réflexion sur le 2.0 ? Et le marché 2.0, c'est un marché qui rémunérerait davantage la flexibilité que la capacité. Et dans cet esprit-là, on verrait, alors que ces dernières années, on a plutôt vu le gaz être déplacé par le charbon en Europe, c'est-à-dire qu'on brûle plus de charbon et moins de gaz en Europe que ce qu'on faisait dans les années passées, donc ça émet plus de CO2. Si on rémunérait la flexibilité, on verrait au contraire les centrales à gaz retrouver des rentabilités puisqu'elles offrent davantage de flexibilité que les centrales à gaz. Donc ça, c'est mon premier message sur le débat européen. Mon deuxième, c'est que je ne voulais pas partir sans vous dire que la principale usine européenne de panneaux photovoltaïques de SolarPower se trouve à Toulouse.
Et elle alimente non seulement le marché européen, mais pour nous également le marché africain et le marché du Moyen-Orient. C'est une usine très importante pour nous et on y fabrique des modules. Mais je ne le savais pas, c'est une très bonne chose que de l'avoir mentionné. Merci. Pardon ?